On considérait autrefois la corruption tel un mal nécessaire, un cas de légitimité cognitive, malheureusement lié à la bonne marche des affaires. Une prise de conscience des dangers et des besoins de combattre ce phénomène social se formera toutefois au début des années 90. Le mouvement international anticorruption prend ainsi naissance lorsqu'un nombre considérable de gouvernements, appuyés par les organisations internationales et non gouvernementales, décidèrent de s'allier pour soutenir ce changement d'attitude. Nous avons aujourd'hui vu l'apparition de nouvelles structures plus embrouillées et favorables à la corruption. Ces structures sont le produit, entre autres, de l'intégration effrénée des marchés financiers, de la disponibilité nouvelle d'outils de communication plus puissants, de l'effacement des frontières nationales et de l'accroissement des paradis fiscaux. La corruption atteint tous les acteurs économiques et publics, puisqu'un gouvernement corrompu réduit considérablement la probabilité que l'État agisse dans l'intérêt de la population et met en péril l'apport d'aide internationale. Il est également porté à augmenter le coût des services pour le grand public. La prise de conscience de la problématique mène à la mise en place continue d'initiatives anticorruption, mobilisant des acteurs sur le plan national et international. Bien que les études théoriques sur le sujet soient nombreuses, nous ne retrouvons que peu d'études cherchant à évaluer les relations cause à effet de ces différentes méthodes. Il existe donc un manque, rendant difficile l'analyse des actions anticorruption. Cette présentation aura donc pour but d'établir un barème d'évaluation clair, permettant d'analyser ces principales méthodes et subséquemment déterminer lesquelles sont les plus efficaces. Il faut se montrer méfiant par rapport à certaines fausses pistes dans l'évaluation de l'efficacité de ces initiatives, particulièrement en ce qui concerne l'évaluation de leurs résultats. Une bonne stratégie de lutte anticorruption cherche évidemment à mettre la lumière sur ces cas de supercherie, passant autrement sous le radar. Celle-ci va donc entraîner à court terme une augmentation du nombre de cas de corruption répertoriés et risque de provoquer une fausse perception que la corruption est en croissance. Il devient donc délicat d'évaluer son efficacité selon ses effets dans le temps. Premier critère, la concordance entre les moyens mis en place et les objectifs visés. De manière similaire à toute bonne stratégie d'affaires, ces méthodes doivent avant tout se montrer cohérentes avec les objectifs visés. C'est-à-dire, les choix des moyens et des outils utilisés doivent se faire en concordance avec les objectifs de renforcement, d'amélioration et de réparation des systèmes vulnérables, en plus d'être soutenus par le corpus théorique existant sur la lutte anticorruption. Second critère, dissuader les contrevenants par la réduction des gains et l'augmentation des risques liés à la corruption. Une stratégie efficace cherche également à réduire, voire éliminer, les occasions propices à la corruption en s'attaquant aux sources d'incitation, particulièrement monétaires, les agents mal rémunérés étant des proies faciles. Il s'agit ici de modifier le comportement des agents publics afin que la corruption soit moins attrayante pour ceux-ci, en plus de réformer le système afin que les coûts de la corruption soient plus élevés pour les agents payeurs. La stratégie efficace doit aussi de viser une plus grande imputabilité des agents contrevenants, les risques de sanctions légales devant être suffisamment grands pour les dissuader. Troisième critère, l'implication du plus grand nombre d'acteurs concernés et la sensibilisation de la population. L'un des principaux problèmes dans la lutte à la corruption est son caractère secret, ainsi que son absence de victimes spécifiques, faisant en sorte que les trop rares témoins de ces pratiques sont peu portés à les dénoncer. La société dans son ensemble paie pour le prix de la corruption. La stratégie efficace doit donc susciter la collaboration des citoyens et des organisations concernées en étant ouverte et en faisant participer le plus grand nombre d'agents possible. Alors, la première méthode qu'on a décidé d'analyser, c'est la transparence et l'étalonnage. La transparence est tout simplement une méthode qui permet d'illustrer les actions d'une entreprise et les façons dont elles sont mises en pratique. C'est vraiment la logique entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et donc ça permet tout simplement d'avoir un droit de regard public sur la responsabilité de l'entreprise. L'étalonnage, c'est une mesure de comparaison. Alors cette méthode, elle consiste à contrôler la conformité par rapport à certaines conditions des mesures. Donc l'analyse du degré de la transparence est faite par rapport à des codes éthiques, des normes entrepreneuriales, environnementales, parfois des mesures fiscales. Et suite à cette analyse, on peut venir implanter de meilleures pratiques pour améliorer les pratiques déjà présentes dans l'entreprise ou alors pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Notre deuxième méthode est la formation du personnel. La formation du personnel consiste tout simplement à apprendre de nouvelles approches ou de nouvelles politiques, mais aussi comment réagir face à certaines situations. Dans le cas de la corruption en entreprise, la formation sert à sensibiliser les employés, leur apprendre à réagir face à une situation de corruption. Pour les dirigeants de l'entreprise, la formation servirait à leur montrer comment éviter de se retrouver dans des cas de corruption. La formation devrait les inciter à apporter un changement au niveau de certaines de leurs pratiques entrepreneuriales, dans le but tout simplement d'être le plus transparent possible sur leurs activités. Et pour y arriver, l'application de codes éthiques, l'adoption de certaines normes quant au comportement admissible ou déviant est assez important. La troisième méthode est le système d'alerte interne et de protection des délateurs. Ce système, appelé le lanceur d'alerte, permet à un employé à l'interne ou à un groupe de dénoncer toute pratique douteuse, d'un scandale ou d'un risque dont les responsables souhaitent cacher l'existence.
Grâce à cette méthode, la transparence de l'organisation est mise de l'avant et est utile à la régulation du marché du travail, et ce système amène aussi une bonne gouvernance d'entreprise. Il est primordial de lancer une alerte interne pour éviter d'exposer un scandale médiatique. La lancée peut être ouverte, confidentielle ou anonyme. Pour protéger les délateurs, la dénonciation doit être faite anonymement. Selon le barème, cette méthode ne répond pas complètement à l'efficacité contre la corruption. Elle n'implique pas un grand nombre d'agents et ne fait pas appel à une autorité supérieure, puisque l'employé suit un protocole conçu par l'employé pour appliquer cette méthode. Depuis, elle ne conscientise pas la population étant donné que le système d'alerte se fait à l'intérieur de l'organisation. Nous cherchions à obtenir un point de vue humain et pratique afin de mettre en perspective nos recherches théoriques. Dans le cadre du projet, nous avons eu la chance de conduire une entrevue avec Philippe Gaudreau, spécialiste de la cybersécurité chez la multinationale Rio Tinto. Celui-ci a pu nous renseigner sur les initiatives anticorruption pratiquées chez Rio Tinto, ainsi que sur les principales tendances adoptées par les entreprises du secteur minier. Sans surprise, il nous révéla qu'un document accessible à tous les employés est spécifiquement rédigé afin d'informer et d'assurer le respect des engagements de Rio Tinto en matière d'intégrité commerciale, l'interdiction des pots de vin et la corruption sous toutes ses formes. Il nous a révélé que la compagnie porte une attention particulière sur le sujet et cherche principalement à se montrer proactif dans sa lutte contre la corruption. En effet, une formation annuelle comportant un document théorique, des vidéos de mise en situation ainsi qu'un questionnaire est obligatoire pour tous les employés, mais également tous les fournisseurs accédant aux réseaux informatiques privés de l'entreprise. Il n'a pas été en mesure de nous confirmer si les dirigeants doivent également suivre une telle formation. Les résultats de ces formations sont par la suite partagés via le directeur immédiat lors des réunions. Bien qu'il ne fût point en mesure de commenter les cas de corruption ayant été reprochés aux subsidiaires de la compagnie au Royaume-Uni et en Australie, il mit l'emphase sur la culture de l'entreprise, encourageant les employés à dénoncer tout cas de corruption. Un site web fut spécialement conçu à cet effet, nommé Parlez-en Peggy, sur le site intranet global Speak Out. Il leur permet d'appeler, d'écrire ou de rédiger un rapport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans pratiquement tous les pays et en toute confidentialité. Fait intéressant, l'élaboration des standards internes anticorruption de Rio Tinto ne semblait pas suivre des normes existantes, telles ISO 37001, selon M. Gaudreau. Elles auraient été rédigées en collaboration avec les équipes légales, le conseil de compétition senior et le comité exécutif de l'entreprise. On constate que les méthodes ciblées répondent à certains des critères du barème, mais pas dans leur totalité. En effet, pour la transparence et la formation, on tente d'impliquer plus d'acteurs. Par contre, ce qui est montré dans les deux méthodes n'est pas toujours en concordance avec les objectifs de l'entreprise. La méthode de délation est la seule qui fait un réel rapprochement entre les mauvaises décisions et le coût monétaire. En installant un processus dans lequel les employés peuvent informer le public des actions ammorales d'une entreprise, cela implique que les dirigeants devront considérer la possibilité de fuite, donc une possibilité de perte monétaire suite à des poursuites. On observe que certaines des méthodes soulevées dans notre travail font partie des pratiques de Rio, dont le fait que les employés et les fournisseurs reçoivent de la formation sur la corruption. Cependant, M. Gaudreau n'était pas en mesure de nous dire si cette formation était applicable aux dirigeants. Bien qu'il soit important d'impliquer un plus grand nombre d'acteurs dans le processus de la lutte contre la corruption, les personnes les plus importantes qui doivent être sensibilisées sont les preneurs de décision. Si dans une organisation on essaie d'instaurer un climat éthique suivi seulement par les employés, les résultats risquent d'être décourageants. De façon plus globale, un problème majeur pour les entreprises est la compétition déloyale à laquelle elles font face dans les pays émergents. C'est-à-dire qu'il y a énormément de compagnies amorales qui font fi des comportements éthiques, ce qui rend les décisions des entreprises plus difficiles. Une manière d'équilibrer le marché serait avec les investissements socialement responsables. En effet, si les investisseurs prennent conscience des problèmes de la corruption et divergent leurs investissements des compagnies avec de mauvaises pratiques, cela aiderait grandement celles qui tentent d'être éthiques. Bien que l'implantation de ces méthodes puisse avoir un effet positif sur la corruption au sein des entreprises, il demeure certains problèmes d'application. En effet, lorsqu'elles sont implantées, l'entreprise doit s'assurer de leur respect. Non seulement l'entreprise, mais le public peut demander des réponses quant à l'efficacité de ces méthodes. Une façon de confirmer le bon fonctionnement au sein des entreprises serait d'autoriser un audit des méthodes employées par la compagnie. Cet auditeur pourrait par exemple être accrédité comme auditeur interne. Cette méthode de faire permettrait de distinguer les compagnies qui tentent réellement de lutter contre la corruption et les compagnies qui tentent de rehausser leur image sans toutefois changer leur méthode de fonctionnement. En conclusion, bien que les gouvernements aient tenté de s'attaquer au problème de la corruption au début des années 2000 avec des lois comme Sarbanes-Oxley, l'internationalisation du commerce a facilité les occasions d'affaires pour les compagnies amorales. Par ailleurs, il est bien difficile d'évaluer les mesures anticorruption. C'est pourquoi les trois méthodes ont été évaluées selon des barèmes qui tentent d'obtenir un résultat le plus objectif possible. On constate que nos méthodes sont efficaces selon certains critères et un peu moins selon d'autres. En ce qui concerne l'entreprise de Rio,
on observe que celle-ci établit ses propres normes selon ses besoins et non selon des standards internationaux. Ce travail nous a amené à la réflexion suivante. Étant donné la croissance fulgurante des technologies et la mondialisation du commerce, il serait important de rester à l'affût des changements dans les pratiques commerciales pour tenter de détecter les nouveaux moyens de corruption.